Donc on m'a demandé d'expliquer comment, selon moi, réindustrialiser la France. C'était bien ça le sujet. C'est parfait. Donc c'est un sujet qui est un peu compliqué. Bon, alors c'est un sujet qui me passionne parce que, comme vous l'avez dit, je suis président de l'UMM de l'Ain. Puis surtout, je préside un groupe assez important de 2500 personnes qui est implanté, qui a ses sources dans l'Ain, qui emploie encore dans la région Rhône-Alpes environ 700-800 personnes, sur les 2500, plutôt 800 d'ailleurs. Et nous sommes présents dans l'électricité industrielle, les automatismes, l'informatique, pour tout un tas d'industries. Et ça fait de nous une assez bonne plateforme pour voir effectivement ce qui se passe dans l'industrie. Alors, comment réindustrialiser la France? Alors, je vous propose de l'aborder en séquence. Rassurez-vous, ça sera assez court. D'abord, c'est de quantifier la désindustrialisation, puisque pour réindustrialiser, ça veut dire qu'on a dû se désindustrialiser, donc la quantifier. Voir pourquoi c'est un problème, parce qu'après tout, c'est un problème. Rappeler les conditions pour que l'industrie prospère dans un pays. Comprendre comment ces conditions se sont dégradées, puisqu'elles ont dû se dégrader, vu qu'on s'est désindustrialisé. Voir où nous en sommes en 2002. Et là, quand on aura fait ça, on pourra voir comment réindustrialiser. Rassurez-vous, c'est assez rapide. Voilà. Et puis ça m'intéresse parce qu'en fait, j'ai essayé en faisant ça de mettre en perspective tout un tas de choses que l'on entend depuis des années. Donc ça m'intéresse de faire cet exercice devant vous, puis d'avoir vos remarques et de voir le cas échéant où j'ai pu me tromper. Alors d'abord, l'industrie, la désindustrialisation. Manifestement, c'est une réalité, puisqu'on voit qu'entre 1960 et aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB de la France est passée de 30% à 16%. Alors, quand on regarde cette courbe, moi, j'ai commencé par regarder cette courbe, je me dis, c'est assez linéaire, cette affaire. Donc, ça va être un truc générique. Eh bien, je suis un peu matheux, et en regardant plus près, c'est pas si linéaire que ça. Et je me suis aperçu qu'entre 60 et 80, on était passé de 30 à 28% du PIB. C'est pas un effondrement, c'est une baisse de 6-5%, si on compare 30 à 28. Donc, en fait, par contre, derrière, j'ai vu qu'entre 80 et 95, donc sur une période plus courte, alors là, c'est 22% de chute en 15 ans. Donc manifestement, à partir de 80-80, il s'est passé un truc bien plus fort que ce qui s'est passé avant. Ce qu'une première... vous conviendrez avec moi, quand on regarde la courbe comme ça, c'est pas évident. Pourtant, vérifier les chiffres, et je suis assez sûr de mon coup. Et j'ai fait ça de façon factuelle, je ne fais pas de politique ici. Si. Ensuite, alors attendez. Voilà. Ensuite, 95-2000, il y a une tentative de déstabilisation. C'est pas évident, mais regardez, il n'y a pas de doute. Puisque là, on voit que sur 5 ans, on passe de 22 à 21,5% du PIB, en fait. Donc là, tentative de déstabilisation, de stabilisation. 2000, alors patatras. 2000-2020, rechute terrible. On passe de 21,5 à 16,4%, ce qui fait en fait une chute de 24%. Donc manifestement, il s'est passé des choses fortes à partir de 80 et à partir de 2000. C'est la courbe. Alors, vous allez me dire, mais les copains, ils ont peut-être fait pareil. D'après les statistiques de la Banque mondiale dans l'Union européenne, l'industrie est passée de 25,5 à 22% du PIB européen entre 2000 et 2020. Ce qui veut donc dire que la France est désindustrialisée 2 fois plus vite que la moyenne de l'Europe sur 2000-2020. En fait, plus rapidement encore, parce que les chiffres de la moyenne de l'Europe comprennent la France. Donc, nos copains européens se sont désindustrialisés 2 fois moins vite que nous. Voilà. Parce que pareil, quand on parle de désindustrialisation, on se compare aux Chinois, on ne parle pas de la Chine, de l'Inde. Non. Le problème, il n'est pas par rapport à la Chine. Il est bien par rapport au reste de l'Europe. Il y a peut-être un problème par rapport à la Chine, mais c'est bien par rapport au reste de l'Europe, d'après ces chiffres, que je vous invite à vérifier, j'ai pu me tromper, qu'il s'est passé quelque chose de très fort. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on peut se dire, mais après tout, est-ce que c'est si grave? Est-ce que l'industrie est si importante pour le pays? On a quand même le droit de se poser la question. Alors, il faut dire que l'industrie, elle est invisible. Elle est invisible aux yeux de nombreux leaders politiques et journalistes. Pourquoi elle est invisible? Parce que les usines, elles sont souvent situées dans des zones industrielles, hors des villes où vivent souvent les décideurs. On n'en croise pas tous les jours. Aussi parce que ces décideurs côtoient pas ou peu de personnes vivant directement de l'industrie. Je pense que pour les membres du gouvernement, je ne parle pas pour vous, madame, mais pour les membres du gouvernement parisien, ils en connaissent certainement peu. Ils côtoient des artistes, ils côtoient des journalistes, mais ils côtoient peu d'industriels, le plus souvent. Eux-mêmes, souvent, font des études à dominante tertiaire, Sciences Po, Subdeco, Fac.
On avait dans le temps le corps des mines, alors on aimait pas, on avait des polytechniciens, même si notre Premier ministre, je crois, a fait Polytechnique. Pendant longtemps, c'était quand même plutôt des Sciences Po ou des juristes. Ayant faux, ce n'est pas la question. Et puis on finit par oublier que les produits commandés sur Internet et délivrés par Amazon sortent tous d'une usine. Quand on habite à Paris, on peut sincèrement l'oublier et se dire c'est pas si grave. Et pourtant, quand je me lève le matin, le lit dans lequel je me suis couché sort d'une usine. Il n'y a aucun doute. Et avec Ligne Rosay dans la région, on le sait. Mon pyjama sort d'une usine textile. Mes céréales du matin sortent d'une usine agroalimentaire. Mon frigo sort d'une usine. La télé que je regardais sort d'une usine. Mon dentifrice sort d'une usine. Mes tasses sortent d'une usine. Ma plaque à induction pour faire chauffer mon eau sort d'une usine. Mon papier toilette sort d'une usine. Les médicaments que je vais prendre, les découvrir avec le Covid, sortent d'une usine. Mes fenêtres sortent d'une usine. C'est fini l'artisanat. On le sait avec VK dans l'Ain. Tous les matériaux du bâtiment, maintenant, ça sort tout d'usine. Excusez-moi, c'est pas assez rapide ce truc-là. Je pense, voilà. Les moellons sortent d'une usine, etc. etc. J'en mal visé, non? Ah, ok. Voilà, la laine de verre, etc. etc. Même mes panneaux routiers sortent d'une usine. Mon vélo sort d'une usine, on en a parlé. Mes skis du week-end, mes raquettes de tennis, enfin, en bref, tout sort d'une usine. Voilà. Donc, l'industrie, c'est manifestement important. Autour de moi, tout ce que je vois, à part vous, mesdames, messieurs, tout ce que je vois, et l'herbe dans le pré, tout sort d'une usine. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, apparemment, il faudra changer d'usine pour la télécommande. Hein, voilà, mais sinon, voilà. Et on peut dire aussi que la décarbonation nécessite de plus en plus de produits industriels sophistiqués. C'est-à-dire que des choses qui avant pouvaient être produites par l'artisanat ne peuvent plus l'être. Parce qu'on a une telle exigence de sophistication qu'il faut des usines. Il faut des usines pour sortir notamment les matériaux du bâtiment. Donc oui, l'industrie, il n'y a pas de doute, ça reste important. On rappelle d'ailleurs que pays développés, c'est synonyme de pays industrialisés. Le tourisme, c'est très important, et M. Blanc le prouve, mais entre nous, les pays ne vivant que du tourisme sont quand même des pays qui sont souvent pauvres. Je vous invite à le vérifier. Après, il y a le commerce, mais les pays vivant du seul commerce ou de la finance, c'est souvent des petits pays marginaux. On peut parler de Monaco, d'Andorre. L'ancienne République de Venise vivait très bien du commerce. Enfin, ils étaient quoi? 50 000 hein? Voilà. Donc, il n'y a pas de doute que c'est important. Voilà. Et on peut aussi rappeler que seuls les biens manufacturés s'exportent facilement. Ce qui veut dire, malheureusement, qu'ils sont également faciles à importer. Par ceux qui ne savent plus les fabriquer, c'est-à-dire nous. Voilà, donc désindustrialisation, on l'a vu en plus récemment, c'est en plus la perte de souveraineté, l'énergie, la santé, le militaire, l'alimentation et l'appauvrissement. Voilà, donc si le doute existait encore, oui, c'est un problème d'être désindustrialisé. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, on a vu qu'on s'était effectivement désindustrialisé, on est convaincu tous que c'est un problème. Maintenant, la question que je me suis posée, mais en fait, pour qu'une industrie prospère dans un pays, c'est quoi les conditions après tout? Alors, selon moi, les facteurs clés, c'est d'abord les compétences. L'industrie est avant tout une histoire de compétences. Et quand on dit les compétences, il faut, me semble-t-il, les envisager suivant 3 dimensions. La qualité, la quantité et le coût. Les 3 doivent être compétitifs par rapport aux pays concurrents. Et là encore, je ne parle pas spécialement de la Chine, mais je parle avant tout de l'Europe. C'est bien ces 3 choses. Ensuite, il faut du capital. Beaucoup de capital. Parce qu'avant de vendre un produit industriel, il faut avoir investi en amont dans de la R&D, dans des machines, dans des bonhommes. On a un exemple hors de nos frontières, c'est Tesla, qui a perdu des milliards et des milliards et des milliards pendant 10 ans à investir dans des batteries, dans des autos, dans des infrastructures de recharge, avant de générer les premiers dollars et les premiers profits. Donc beaucoup de capital pour l'industrie. Ça, il faudra en parler à M. Mélenchon. Une administration bienveillante et des procédures simples, bien sûr. Et l'accès à la matière première et aux consommateurs, des infrastructures. Voilà. Donc quand on a dit ça, on a à peu près ce qu'il faut pour que l'industrie prospère. Et, j'allais oublier, de l'énergie fiable et compétitive. L'énergie, c'est vital. Donc voilà ce qu'il nous faut. En bref, si je résume, l'industrie, c'est quoi?
C'est des matières premières ou des composants qui sont transformés en produits sophistiqués par des gens compétents grâce à de la R&D et des machines financées par beaucoup de capital et alimentées par de l'énergie fiable et compétitive. Voilà ce que je pourrais résumer. Je ne sais pas si mes collègues industriels sont d'accord avec moi. Voilà. Alors maintenant, on peut se dire, alors lesquels de ces ingrédients ont été attaqués en France, puisqu'on s'est désindustrialisé 2 fois plus vite que les copains? À mon avis, la première attaque, ça a été sur les compétences. Et je vais vous surprendre, ça a été sur les compétences en quantité dans un premier temps. Pas en coût, en quantité. Ça a commencé comme ça, me semble-t-il. Comment ça a commencé? Parce qu'en 80-81, on a eu simultanément la retraite à 60 ans, le passage de 40 à 39 heures, 5 semaines de CP et le 8 juin férié. Il faut bien tout mettre bout à bout. Et quand on regarde bien ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire moins 10% d'années de travail sur une carrière, juste pour la retraite à 60 ans. Parce que quand vous bossiez 45 ans et que vous mettez à bosser 40 ans, si mes souvenirs de maths sont bons, 5 sur 45, on est déjà à peu près à 10%. C'est énorme. C'est colossal. Vous rajoutez à ça les 39 heures, les 5 semaines, ça fait encore moins 10 heures de travailler sur l'année, vous pouvez faire vos calculs. Ça veut dire qu'on a perdu en un an 20% de la quantité de travail. Avant de préparer ce truc-là pour vous, j'en étais pas conscient. Alors, une fois qu'on a attaqué la quantité, et ben manque de bol, le coût a suivi. Pourquoi le coût a suivi? Parce que la même quantité de travail a dû supporter des coûts sociaux non seulement identiques, mais supérieurs. Donc forcément, le coût, ça a été le deuxième effet. On dit toujours c'est le coût, mais le coût, il a suivi la quantité, à mon avis. Le coût a été attaqué. Et à salaire égal, le coût de l'or a immédiatement augmenté de 10%. Juste en 39 heures et 5e semaine. Le financement des années de retraite, c'est ce que je viens de dire, se faisant pour partie par l'augmentation des charges sociales, donc nouvelle augmentation du taux horaire, et pour partie, parce que quand même 20% d'un coup, ça aurait été dur à digérer, donc on en a pris une partie tout de suite, puis l'autre, on l'a refilé aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, par l'intermédiaire de l'endettement que nous connaissons bien. Hein, voilà. Donc cette partie-là, on a réussi à la mettre sous le tapis. Mais juste la partie financée par les charges sociales, ça a quand même été un peu compliqué. Ensuite, le capital. Est-ce que le capital a été attaqué? Ben oui, il a été attaqué aussi, forcément, puisque l'augmentation du coût de l'or s'est traduite par une baisse des bénéfices des industries manufacturières qui ne pouvaient pas augmenter les prix sous peine de perte des parts de marché à la différence des services. Donc le capital s'est retrouvé moins bien rémunéré et le capital... oui, on peut aussi rajouter l'augmentation régulière de différents impôts et taxes par les gouvernements successifs, hein, mais c'est encore plus les bénéfices des sociétés. Et donc là, le capital moins bien rémunéré, il s'est détourné de l'industrie française. Car le capital est extraordinairement mobile. Le personnel, un peu moins. Hein, on est bien dans l'un. Donc quand il faut aller chercher du travailleur, c'est compliqué. Par contre, alors, le capital, lui, un clic, et hop, il se barre du pays. Donc il se fiche de ce que pensent les uns les autres. Il part. Il est international, lui. Donc le capital, effectivement, s'est détourné de l'industrie française, et notamment au profit de l'industrie allemande, sans parler des Chinois, etc. Mais une fois encore, moi, je m'en tiens à l'Europe. Puisque le capital, donc je viens de le dire, est une ressource mondialisée et très mobile. Voilà. Dieu merci, l'économie ne s'est pas effondrée. Pourquoi? Parce que les services sont moins soumis à la concurrence étrangère, ils ont donc mieux résisté, de même que pour le BTP. C'est compliqué de faire construire votre maison par un Allemand ou par un Chinois. Vous n'allez pas aller chez le coiffeur en Chine, et aller au restaurant, c'est quand même plus facile d'aller chez Georges Blanc, même si Georges Blanc est devenu plus cher, j'en sais rien, que d'aller chez son équivalent au Japon. Donc, ça a plutôt mieux résisté. Et c'est tant mieux. Donc là, l'industrie s'étant contractée en France, mais pas les services et le bâtiment, une conclusion a été tirée qui, à mon avis, absurde. La conclusion, c'était quoi? C'était qu'on était ailleurs, c'était arrivé. On était dans la société post-industrielle de services. Tout ça, ça voulait dire que puisqu'autour de nous, il y avait de plus en plus de services et de moins en moins d'industrie, l'industrie devait être moins importante. Alors qu'on l'a vu dans ma première diapo, c'est pas vrai. Elle était juste ailleurs. Elle n'était pas moins importante, elle n'avait pas disparu du monde, elle s'était juste tirée de France. Mais c'est la conclusion que beaucoup de décideurs ont tirée. Et du coup, puisque l'avenir était au service, les jeunes se sont dirigés vers les écoles de commerce.
les IEP, hein, les Sciences Po, les facs, les formations tertiaires. C'est normal. On n'envoie pas ces enfants dans des filières sans avenir. Donc ça a été la conséquence, la troisième conséquence. Rajouter à ça la volonté d'amener tout le monde au bac qui a vidé les formations professionnelles techniques, qui sont pourtant indispensables à l'industrie, et bien là, on a attaqué la qualité. Donc on a commencé par la quantité, le coût a suivi, et la qualité ensuite, tout simplement parce que les gens de qualité ne vont pas vers des filières qui sont perçues comme étant en décomposition. Pour peu qu'en plus on leur explique que d'être technicien c'est mal et que d'aller au bac, voire plus loin, c'est bien, on en arrive à la qualité. Donc voilà comment, selon moi, les compétences ont été détruites. Et je crois que le premier intervenant l'a dit, j'arrive à trouver pas assez de monde pour relocaliser en France. Eh bien oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'industrie, ce n'est pas des gens qui font des gestes répétitifs. Même une machine fabriquée en Allemagne, puisqu'on ne sait plus beaucoup les fabriquer, pour la raccorder, pour la faire fonctionner, pour la maintenir, il faut des gens d'un certain niveau. Les professeurs eux-mêmes sont devenus moins nombreux, forcément. Hein. Et si vous comprenez, tout ça n'a pas été bien fameux. Voilà. Donc aujourd'hui, si on regarde, une fois que j'ai dit tout ça, la situation actuelle. Bon, on l'a vu, les compétences, pas terribles. En quantité, on en manque. Mes prédécesseurs l'ont dit. En qualité au sens industriel du terme, on en manque. On voit qu'on n'arrive pas à redémarrer le PR parce qu'on n'a pas de soudeur, on n'a plus d'électricien. Donc la qualité, j'entends la qualité pour l'industrie, n'est plus là. Le coût, ma foi, c'est pas terrible, même s'il y a quelques efforts ont été faits ces dernières années, il n'y a pas de doute. Donc là, c'est un petit peu mieux. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, le problème, c'est plutôt la qualité et la quantité. Si bien que si je suis un petit peu caricatural, quand on n'a plus la qualité, on pourrait bien être au coût horaire du Bangladesh, ça ne sert à rien. Hein. Si je n'ai pas de soudeur, si je n'ai pas d'électricien, si je n'ai pas d'ingénieur, pour relocaliser vos usines, on n'y arrivera pas, même au coût du Bangladesh. Donc aujourd'hui, le principal problème, c'est devenu la qualité et la quantité. Une administration qui est quand même plutôt lourde et des procédures longues, hein, on ne va pas épiloguer, mais enfin l'administration française est de qualité, certes, mais ce n'est pas la plus agile du pays. Au niveau du capital, un peu moins mauvais, parce que les attaques directes sur le capital, de mon point de vue, se sont un petit peu améliorées ces dernières années. Je pense qu'en pensent mes collègues, mais il y a eu quand même des choses faites par les derniers gouvernements qui fait que ça s'est un petit peu amélioré. L'accès à la matière première aux consommations, là on n'est ni mieux ni moins bien que les copains, je dirais, on est à peu près pareil, avec quand même un petit point de vigilance au niveau des ports, qui sont trop petits et mal desservis. Donc là, il y a quand même un point de vigilance au niveau des ports. On aurait Rotterdam chez nous, ça serait pas mal. Mais enfin bon, on n'est pas pire que les autres. Et l'énergie, alors ça, l'énergie, ça restait jusqu'il y a un an excellent. C'est-à-dire que nous avions en France de l'énergie fiable et compétitive, grâce au nucléaire, appelons un chat un chat. Et comme tout ce qu'on a, on ne s'en rend pas compte. Hein, on a quelque chose, c'est normal, quoi. Or, ça a été un parachute extraordinaire. J'en veux pour preuve que l'industrie chimique a été une des rares industries à rester exportatrice en France. Pourquoi ? Parce que dans l'industrie chimique, il y a moins de manœuvres et il y a une grosse utilisation de l'énergie. Donc l'industrie chimique a un peu moins souffert du problème de compétences que j'ai décrit, et donc elle est restée exportatrice. Manque de bol, au niveau de l'énergie, nous avons subi des attaques extraordinaires ces dernières années. La filière nucléaire a été décriée, vilipendée, si bien que les jeunes s'en sont détournés encore plus que les autres. Et aujourd'hui, pour redémarrer la machine, ça risque de pas être évident. Quant à la fermeture de Fessenheim, je préfère ne pas la commenter. Voilà. Donc là, attention, je dis grosse menace. Grosse menace, et la pente va être longue à remonter. Et ça, c'est quelque chose qui est encore devant nous. Hein. On commence à le voir d'ailleurs, puisqu'on a nos centrales qui sont un peu vieilles. Donc, c'est normal, elles tombent en panne. Hein. Si on avait une compagnie de taxi qui roulait encore à Renault 16, même bien entretenue, une Renault 16, quand elle a 30 ans, elle tombe en panne. Puis vu que je l'ai dit, on n'a plus de mécanos pour réparer la Renault 16, en plus c'est un petit peu embêtant. Quant à faire de nouvelles voitures, ça va être un petit peu long. Donc on a un président qui s'en est rendu compte, on peut tous s'en féliciter, mais je vous le dis, ça va être long à remonter la pente. Et ça, c'est mon métier, donc je le connais pas trop mal. Voilà. Alors maintenant, quand on a dit ça, sur quoi agir ? Et je vous rassure, on arrive à la fin. Mais il fallait bien poser le diagnostic d'abord. Hein. À mon avis, les compétences, hein, on va tenter d'agir sur les compétences. Alors, j'ai parlé de la quantité, il faut inciter à travailler plus. Il faut des retraites plus tardives. Il faut des heures supplémentaires mieux rémunérées. Il faut, pardonnez-moi, baisser les allocations au chômage pour que les gens aient intérêt à travailler. Pour que, moi, j'ai dans mon entreprise
un de mes meilleurs chargés de clientèle, un technicien qui est parti à la retraite à 60 ans. Il a bien fait. Il avait tous ses trimestres. Je ne vais pas lui en vouloir. C'est un chargé de clientèle, un technicien, quelqu'un qui a une énorme compétence, qui est dans un bureau climatisé avec une voiture société, etc. C'est un type super, mais il n'était pas usé. Si le gouvernement l'avait incité à rester 5 ans de plus, ça aurait été un gain extraordinaire pour l'industrie de lin. Et une fois encore, je ne lui veux pas d'être parti à la retraite. Il a bien raison. Ce n'est pas lui que j'en veux, c'est au système qui a permis ça. Alors le go marteau-piqueur, certainement que même 60 ans, c'est trop tard. Mais moi, je peux vous dire, chez moi, il y a des gars et des filles, s'ils étaient restés quelques années de plus, c'est un sacré atout pour le pays. Donc il faut jouer là-dessus. Inciter à travailler plus. Ensuite, développer l'enseignement technique et scientifique dès le plus jeune âge. Il faut que les petits-enfants aient une culture technique et scientifique. Moi, j'avais un institut, il me faisait faire des leçons de choses. Je me rappelle avoir, quand j'étais gosse, en CM1, câblé une lampe dans un robinet de tonneau. On avait acheté le robinet, on l'avait percé, on avait tiré le fil, raccordé l'interrupteur. Aujourd'hui, les instituteurs qui sont des gens brillants sont pour la plupart issus de filières littéraires. Et ça, c'est un problème. Donc, malgré toute leur bonne volonté, ils ont beaucoup de mal à donner le goût de la technique aux enfants. Eh oui. Enfin, vérifiez autour de vous, les instituts, c'est que des formations littéraires, et j'ai rien contre, ce n'est pas la question. Voilà. Donc là, il faut trouver un moyen de développer cet enseignement technique dès le plus jeune âge. Ensuite, il faut faire de la filière professionnelle une filière d'excellence. Ce n'est pas si tu n'es pas bon, tu iras en pro. Ce qu'on a entendu tous pendant des années. Il faut faire de cette filière une filière d'excellence, avec des profs de haut niveau. Voilà. Tout en donnant la possibilité à ceux qui font cette filière de rattraper les études longues. Mais ça, c'est le cas, ça ne marche pas trop mal. Aujourd'hui, le meilleur d'un bac pro, il peut faire un bac plus 2. Le meilleur d'un bac plus 2 peut faire une école d'ingénieur. Ça ne marche pas trop mal. Mais il faut réenvoyer les gens vers les filières professionnelles. Ensuite, il faut attirer les filles dans les écoles d'ingénieurs où elles sont archi minoritaires. Je peux vous le dire, je suis ingénieur. De mon temps, les filles, on les regardait de près, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Sur 100, il y en avait moins de 10. Et j'ai peur que ça n'ait pas beaucoup changé. C'est dommage, les filles sont souvent brillantes, elles sont souvent meilleures en maths et en physique que les hommes. Il faut arriver à ramener, on a un gisement extraordinaire, les filles dans les écoles d'ingénieurs, et pas que, aussi dans les filières professionnelles et dans les bacs plus 2. Voilà. Et ensuite, développer l'apprentissage. Voilà, à mon avis, ce qu'on peut faire sur les compétences. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Ensuite, le capital. Il faut tout simplement, on l'a dit, continuer à baisser les impôts de production et la fiscalité sur le capital pour être non pas les meilleurs du monde, juste dans la moyenne de l'OCDE. Ce serait pas mal. On en prend quand même le chemin, me semble-t-il. Il y a eu des choses de fait qui ne sont pas trop mauvaises. Administration et procédures. Il faut passer au peigne fin les procédures et les normes et surtout s'en tenir au minimum européen, sans faire de zèle. On a une tendance en France à rajouter des couches par rapport aux normes européennes. C'est bon, ça suffit. Il faut vraiment, juste en s'en tenant là, ça serait pas mal. En balayant tout ce qui est, pour utiliser un terme juriste, exorbitant des normes européennes. Il faut tout balayer, tout ça. Ensuite, ne plus abandonner le lobbying sur les normes européennes aux Allemands. Parce que les Allemands, qui eux sont techniques, ils font le siège de Bruxelles, et les normes, c'est eux qui les font dans leur intérêt. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à faire croire qu'ils faisaient de l'électricité écologique et que le nucléaire, ça ne valait rien. C'est une imposture. Les Allemands n'ont pas arrêté le nucléaire parce que c'était écolo. Ils ont arrêté le nucléaire pour deux raisons. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la techno, parce qu'ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale et donc ils n'ont pas pu développer une filière nucléaire conjointe, militaire et civile, parce que ça va un peu ensemble au niveau des sciences. Donc ils n'ont pas développé ça. Donc ils ne maîtrisent pas toute la filière nucléaire. Par contre, ils ont du charbon pour 200 ou 300 ans sous forme de lignite. Donc de leur point de vue, il était particulièrement habile de développer le charbon et le gaz, puisque l'Allemagne a un accès naturel aux matières premières russes, même si en ce moment c'est un peu en train de foirer, vous l'aurez constaté. Mais enfin, globalement, il y a un accès naturel. Et donc ils l'avaient fait avec Nord Stream. Ils avaient accès à du gaz russe pas cher. Ils avaient accès à du charbon à la maison. Ils ont des mines de lignite. Ils savent bien faire des centrales qui brûlent tout ça. Et on l'habille en mettant des éoliennes et des panneaux solaires, qui sont une sorte d'alibi. Et puis, soyons honnêtes, qui permettent quand même, quand il y a du vent et du soleil, de brûler un peu moins de lignite et un peu moins de gaz. Mais nous, on n'a pas accès au gaz russe, vous me direz eux non plus maintenant, et on n'a pas de charbon chez nous. Par contre, le nucléaire, on maîtrise. Donc, d'avoir voulu suivre les Allemands, c'était d'une bonnet. C'était bonnet. Je pèse mes mots. C'était bonnet. On l'a fait. Voilà.
Ensuite, il faut résister à l'envie de redistribuer sous forme de subventions et de crédits d'impôt ce qu'on a pris à l'industrie. Alors certains de mes collègues ont dit « Ah, c'est super, on a des subventions ». Moi, je suis le premier à en avoir. Oui, OK, mais il faut pas... Les subventions que vous avez touchées, c'est de l'argent qui a été pris quelque part, qui a été... Et vous avez une administration qui a réfléchi à comment elle allait vous le redistribuer, avec quand même une certaine perte. Donc je pense que l'administration lui demande surtout de pourvoir aux infrastructures, de pourvoir à l'enseignement technique, parce qu'on a vu que c'est ça son boulot. Pour le reste, on va se débrouiller, à mon avis. Donc il faut quand même un peu réduire l'administration. Voilà. Et ensuite, l'énergie, on l'a vu, l'énergie est un facteur fondamental pour de nombreuses industries. Seule la chimie, je vous le dis, est restée exportatrice en France. Le coût et la fiabilité de notre énergie nucléaire compensant pour elle les facteurs défavorables évoqués plus haut. Il faut donc sanctuariser le parc nucléaire existant et le développer, avec les compétences qui nous restent pour cela. Pour mémoire, on a fermé Malville, on a arrêté Fessenheim, on a arrêté Astrid. Areva a été un échec, parce que ça a été mal goupillé, mal pensé. On a voulu embarquer les Allemands là-dedans, ce qui était une bêtise. Le principe de précaution jusqu'à la caricature sur les centrales existantes. Il faut quand même que vous sachiez que si les centrales sont actuellement fermées, c'est parce qu'il pourrait y avoir une fissure qu'on arrive à peine à détecter sur un circuit de secours dont la chance de l'utiliser est infinitésimale, puisque aucun de ces circuits de secours n'a été utilisé depuis la création du parc. Donc, à mon avis, il suffit qu'on mette ça sous contrôle, puis on va les laisser tourner, ces centrales. Les Américains le font. Là, c'est la précaution, la caricature, ce qui est en train de se passer sur le parc. Je ne dis pas qu'il peut y avoir un accident, bien sûr qu'il peut y avoir un accident nucléaire. Un barrage peut péter aussi. Si vous gland lâche, à cause d'un séisme, on rince tout. On rince tout jusqu'à Valence. Bon, c'est comme ça. Voilà. Oui, la mensonge sur les renouvelables, qui font le bonheur des gaziers. Chaque fois qu'un gazier voit une éolienne, il se dit « Youpi !» tout le gaz que je vais vendre quand il n'y a pas de vent. Chaque fois qu'il voit un panneau solaire, il se dit « Youpi !» tout le gaz que je vais vendre en février à partir de 5 h du soir. Voilà. Et puis l'attitude naïve, voire bonnette vis-à-vis de l'Allemagne, il faut arrêter tout ça, s'il est encore temps. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long. J'ai mis beaucoup de choses et de cœur là-dedans. C'est peut-être un peu touffu. Tout n'est peut-être pas vrai, mais je ne dois pas me tromper d'un zéro.